questions ce matin pour cette édition de Parole panafricaniste. Géopolitique, régime de transition, comment protéger la révolution? Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Eh bien, Mesdames, Messieurs, l'Afrique subsaharienne francophone depuis les années 90 vit des phases de transition entre les formes politiques de partis uniques ou de démocratie limitée vers des formes politiques de pluripartisme ou encore de démocratie. Mais tout le monde le sait, il se pose souvent la question de savoir finalement c'est quoi la démocratie, c'est quoi le multipartisme, c'est quoi finalement les formes politiques et c'est quoi la transition. En tout cas, pour les Occidentaux, quand on parle de transition, ça signifie que les militaires ont pris le pouvoir. Mais commençons par parler de ce sujet. La fonction du régime de transition, qui est de permettre la libéralisation des institutions politiques de l'État, est facilitée par l'adoption de régimes de type parlementaire. Cependant, une analyse plus approfondie révèle que si tous ces régimes adoptent les caractéristiques externes du régime parlementaire, la forme politique n'est pas la même. Aussi, il n'y a pas de régime de transition, mais plutôt un modèle constitutionnel qui reprend partout les mêmes éléments sans en tirer les mêmes conséquences. Eh bien, l'actualité politique récente en Afrique subsaharienne rend l'analyse, bien sûr, plus actuelle que jamais et l'inscrit dans un cycle de mutation sociopolitique qui n'est probablement qu'à ses débuts. Car nous le savons déjà, mesdames, messieurs, eh bien, du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est plusieurs coups de force. Et on peut se dire que c'est la goutte d'eau qui pourrait justement déborder le vase et qui pourra aller partout. On parle souvent de l'effet papillon. Et on a l'impression justement que parlant de régime de transition, le peuple doit y participer. Voilà pourquoi nous nous demandons comment donc protéger la révolution et botter hors de nos États eh bien, l'impérialisme occidental. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé, il est géostratège. Il est là pour répondre à nos questions ce matin. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Solengos, bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons émettre de par le monde. Ce sont des hommes de l'ombre qui font un travail magnifique, nous vous infiniment merci. Bonjour à tous nos milliers, nos millions de followers qui nous suivent sur nos différentes plateformes digitales. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette réflexion. Merci à vous, Charlie Kenyé, d'être avec nous ce matin. On parle de régime de transition. Tout le monde aimerait justement que les choses changent sur le continent africain. Mais comment faire pour protéger une révolution du peuple? Bien, déjà, il faut dire que on doit pouvoir contextualiser les mots. C'est pourquoi j'ai apprécié justement votre introduction qui faisait bien de véritablement définir ce que c'est qu'une transition et que les Africains ou alors ceux qui nous suivent comprennent bien de quoi il est question, parce qu'aujourd'hui, c'est justement sur ces éléments de langage que le colon utilise pour nous démontrer parfois que nous sommes en totale inadéquation avec ce que nous-mêmes nous avons décidé. Quand je parle de nous-mêmes, nous avons décidé, je mets entre guillemets, parce que je convoque ici les constitutions africaines, qu'il faut le rappeler clairement, ne sont pas l'émanation des peuples africains. Donc quand on a fini de le dire, il faut aussi rappeler que un peuple qui cherche sa voie démocratique, et quand je parle de la démocratie, je parle de démocratie africaine, ne saurait être jugé sous le prisme de slogans et de concepts venus de l'étranger. Dans ce que vous appelez même transition politique, en même temps, dans le contenu, on pourrait également y mettre révolution populaire, d'où le fait que vous avez rappelé bien qu'il s'agit bien de ce côté-là des révolutions populaires. Eh bien, il faut simplement dire que ce sont justement des mouvements des peuples qui justement aspirent à un mieux-être, qui aspirent à une certaine souveraineté, à une liberté. Et donc, comment faire pour protéger cette liberté-là? Comment faire pour protéger cette souveraineté-là? Tout cela passe ou commence déjà par ce que nous avons pour habitude de faire ici sur ce plateau, à savoir la conscientisation. Parce que dites-vous bien que si vous ramenez le temps à 10, 15, voire 20 ans aujourd'hui, la plupart des États africains s'abreuvaient à la source des médias occidentaux. C'est-à-dire que l'actualité que nous vivons aujourd'hui, par exemple, du côté du Niger, que nous avons vécu du côté du Mali et même du Burkina Faso, pour ne pas parler de la République centrafricaine, cette situation-là, mise dans un contexte où il y a de cela peut-être pratiquement 15 ou 20 ans, je peux vous rassurer que la plupart des peuples africains seraient en train de dire qu'il s'agit de coups d'État, comme quoi les armées n'ont pas le droit de prendre le pouvoir, le rôle des armées c'est dans les casernes militaires. Moi personnellement, Charlie Kenyé, je me souviens dans les années 2015, lorsque véritablement j'entrais dans ce combat-là, j'étais l'une des rares ou alors
je ne fais pas du l'une des rares, peut-être d'autres partageaient la même opinion que moi, comme quoi les armées n'ont pas droit à sortir, ils doivent rester dans des casernes, c'est antidémocratique, c'est un narratif pour lequel la plupart, et vous voyez que beaucoup d'intellectuels se plaisent à ce jeu-là. Donc aujourd'hui, pour moi, le premier élément pour protéger ces révolutions-là passe déjà par la sensibilisation, par l'éducation des masses. C'est très important. Un peuple éclairé n'a pas besoin de guide éclairé pour le conduire. Parce qu'aujourd'hui, on comprend très bien que les Africains ne s'abreuvent plus à ces sources-là qui avaient justement pour slogan de démontrer le caractère, je ne vais pas dire subversif, mais le caractère enfantin de certains Africains à pouvoir se prendre en charge. Ça, c'est pour moi la première chose. La deuxième chose également, c'est qu'il faut travailler à véritablement pouvoir se constituer parce que aujourd'hui, si on observe ce que nous voyons du côté de l'Afrique de l'Ouest où la plupart des militaires aujourd'hui arrivent au pouvoir et qu'on voudrait ramener sous le prisme de ce qu'ils ont appelé des violations de la Constitution, il faut très clairement dire que si on veut être sérieux envers nous-mêmes, pour empêcher cela, il faudrait que nous mettions sur pied justement des modèles de gouvernance qui font l'unanimité, c'est-à-dire que dans lequel la plupart des peuples africains devraient s'y reconnaître. Or, jusqu'en date, ce n'est pas le cas. C'est l'une des raisons pour lesquelles les défis ou alors l'ensemble des défis aujourd'hui qui sont engagés par les militaires qui prennent le pouvoir avec bien sûr l'assentiment des peuples dans la plupart de ces États-là, c'est véritablement de réécrire la constitution de ces pays-là. Donc, premièrement, il faut sensibiliser. Deuxièmement, il faut se constituer, il faut s'asseoir, il faut définir ce que nous voulons. Les objectifs que nous voulons atteindre pour nos peuples, pour qu'ensemble nous nous accordions ne serait-ce que sur le minima, afin d'éviter ce que nous sommes en train d'observer ou alors afin de protéger ces révolutions populaires. Depuis un moment de temps, d'ailleurs, on voit du côté de l'Afrique de l'Ouest, je commencerai justement par le Mali, le Burkina Faso, le Niger et sans oublier la Guinée-Conakry, des populations se lever comme un seul homme pour aller dire haut et fort dans les rues que l'Occident doit quitter leur pays. N'est-ce pas être déjà éclairé et connaître justement son ennemi ou alors ses ennemis? Bien, comme vous le rappelez si bien, depuis pratiquement 4 à 5 ans aujourd'hui, on observe les peuples d'Afrique se lever comme un seul homme pour non seulement réclamer le départ des forces étrangères sur le sol africain, mais également obliger les chefs d'État et de gouvernement à renforcer leur coopération dans divers domaines avec un pays qui, pour les Africains, semble être un pays frère et ami. Je parle ici de la Fédération de Russie. Justement, ceci est une émanation de cette conscientisation qui, depuis pratiquement 15-20 ans, est en train de prendre de l'envol sur le continent africain, qui a suscité justement une sorte d'éveil des consciences, parce que les peuples aujourd'hui sont mieux éclairés que ce qu'il y avait, ce que nous avons vu il y a pratiquement 10, 15, voire 20 ans. Mais également, il faut aussi dire quelque chose qui est pertinent, c'est que au-delà de l'éveil des peuples, il y a la réalité économique que vivent ces peuples-là. Jusqu'en date, vous savez que l'Afrique avait un partenaire traditionnel qui était la France ou encore l'ensemble des pays européens, pour ne pas parler du bloc occidental, qui était vraisemblablement l'unique partenaire des États africains. Et vous avez des pays, par exemple, comme la Chine, comme la Turquie ou encore comme l'Inde. On peut aussi ajouter à ça l'Iran, qui sont arrivés en Afrique il y a sensiblement 10 à 15 ans. Et on voit très bien comment l'apport que ceux-ci donnent aux États africains, comparativement avec ce que le partenaire traditionnel comme la France nous donnait ou alors nous apportait il y a cela bien des années, on voit très bien le gap. Et cela amène des peuples africains à véritablement s'interroger. Est-ce que ceux qui jusqu'à des années aujourd'hui étaient vantés comme étant les meilleurs, parce qu'on entre guillemets, il faut dire que ce sont les pays les plus développés au monde, c'est eux qui contrôlent les bailleurs de fonds internationaux, c'est eux qui définissent le droit international, c'est eux qui disent ou alors définissent parfois les politiques publiques de développement dans nos États, c'est eux qui définissent même, parfois même qui choisissent même les modèles de gouvernance qui sied à nos États. Et bien on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était un ensemble de concepts qui consacraient simplement la volonté hégémonique de ces peuples-là vis-à-vis d'un certain nombre d'États africains. Or, avec nos nouveaux partenaires traditionnels, non seulement nous sommes respectés parce qu'on ne nous traite pas avec une forme de paternalisme, vous verrez que à chaque fois, lorsque la France, par exemple, veut faire un geste vis-à-vis des États africains, il y a une certaine conditionnalité qui va avec. On va vous demander, par exemple, de faire ça, vous ne respectez pas ça. Or, les autres arrivent, ils font ce qu'ils ont à faire tout en respectant les idéaux, en respectant les valeurs, en respectant les us, les coutumes et même en respectant les lois et règlements des peuples africains. Mais mieux encore, c'est qu'ils font ce que le partenaire traditionnel
qu'est la France ou qu'est l'Occident depuis bien des années n'arrivait pas à faire. Cela également a suscité aux peuples africains une volonté de véritablement comprendre, est-ce un partenaire qui nous apporte satisfaction dans notre marche vers le développement. Et donc, tout ça mis ensemble a permis que les Africains aujourd'hui soient plus éveillés, soient plus aguerris justement dans la chose de la gestion publique et vraisemblablement aujourd'hui se mobilisent de nature à véritablement contrôler le jeu politique, peut-être également à contrôler la gestion de cette chose publique-là pour éviter que dorénavant nous assistions à cette forme de marginalisation où nous restons dans la traîne pendant que les autres viennent se servir chez nous pour avancer. Justement, à ce propos, Jean-Luc Mélenchon a fait une sortie il y a encore quelques heures, déclarant haut et fort que la Chine vient sur le continent africain pour aider les Africains justement à se sortir justement de la pauvreté et bien d'autres choses encore. La Russie aujourd'hui promet la sécurité pendant que l'Europe et la France promettent plutôt l'homosexualité. Oui, cette sortie. Il faut dire également que Jean-Luc Mélenchon n'est en lui-même pas un exemple parce que la réalité des hommes politiques français, c'est que lorsqu'ils sont au pouvoir, ils sont fiers de tenir un pareil discours, mais à chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, la réalité devient tout autre parce qu'il faut dire très clairement que quand vous prenez le pouvoir en France, eh bien, la Banque de France, le Trésor français viennent vous donner les statistiques, les réelles statistiques de la France, comme quoi vous ne faites pas avec ceux qui étaient avant vous, eh bien, vous n'allez plus respecter, même votre mandat, vous ne pourrez respecter les 1/3 des promesses que vous avez faites au peuple français. Déjà, qui n'arrive même pas à respecter ça. Donc, c'est pour dire que Jean-Luc Mélenchon lui-même n'est pas un exemple, mais c'est bien de l'entendre dire, ça démontre à suffire quand même le caractère malicieux des hommes politiques qui, il faut le dire très clairement, lorsque nous les attendons sur des chantiers, se plaisent à nous proposer d'autres. On se souvient de l'ambassadeur français spécialiste de l'homosexualité qui, au mépris même des lois et règlements de la République du Cameroun, annonçait son arrivée dans un pays sans véritablement y être invité, premièrement. Deuxièmement, il se plaisait même à organiser des conférences un peu partout, dans lesquelles il se disait venir observer ou alors toiletter la constitution, les lois africaines, les lois camerounaises, pour voir si véritablement elles étaient en accord avec la protection des droits aux homosexuels. Et bien, on était très sidérés de voir que des gens peuvent se lever un matin sans être invités, venir visiter un pays, définir les lois et les règlements que ce pays doit adopter. C'est un peu comme si un maître se levait un matin et venait visiter sa plantation. Mais Dieu merci, les autorités camerounaises ont été très sages de rappeler à ce monsieur que la loi camerounaise ne reconnaît pas cette histoire et donc l'ambassadeur de France devait se redéfier, auquel cas le peuple camerounais ne répondrait pas de sa sécurité une fois présent sur le sol camerounais. Donc, c'est pour dire que c'est une réalité triste, mais qui démontre à suffire le caractère pernicieux de ce pays qu'est la France, qui, à chaque fois, ou alors, dès que les peuples africains essaie un peu de se mettre en avant pour véritablement manifester ce qui leur revient de droit, se plaît à nous sortir des entourloupes. On l'a vu également avec la République démocratique du Congo, où lorsqu'un ensemble de parlementaires congolais se levait pour réclamer un certain nombre de choses à l'ambassade de France présente sur son sol, là, précisément même demandant même à ce que la langue puisse être revue, la France a vite fait de dire qu'ils sont prêts à soutenir par autant pour moi le président Félix Tshisekedi avec une fausse enveloppe, je pense pratiquement 20 millions pour aider à résoudre les problèmes sécuritaires. Les problèmes sécuritaires sont là depuis 30 ans, ils n'ont pas vu, mais une fois qu'on leur réclame quelque chose, ils voient comment ils peuvent aider le pays. On l'a vu également avec le Burkina Faso, où lorsque le pays demande que toutes les forces vives de la nation, avec le décret de mobilisation nationale, où toute la production intérieure, toutes les forces vives de la nation devraient être orientées vers l'effort de guerre. On a vu Luc Alat, l'ambassadeur de l'Union européenne là-bas, se proposer à donner 15 millions d'euros au pays pour organiser des élections. On a bien envie de savoir quel est le lien entre l'effort de guerre qui est demandé et les élections qui veulent organiser de ce côté-là. C'est un peu ça, cette entourloupe-là, pour dire qu'en fait, cela ne nous intéresse autre mesure. Nous savons qui sont nos amis, nous savons qui sont nos ennemis. Et aujourd'hui, on sait très pertinemment que, en plus d'un siècle, parce qu'il faut le dire souvent, on ramène la présence française en Afrique à les années 1960 avec le général de Gaulle et autres. Mais il faut dire que la France était en Afrique depuis bien des années. Cela fait bien d'un siècle que ce pays est en Afrique et ils n'ont rien emporté.
si vous prenez le cas, par exemple, même du Cameroun, vous ne verrez pas un bâtiment, un édifice ou même une infrastructure qui a été laissée par la France ici. Vous verrez que même la plupart des entreprises, et même je parle ici des entreprises brassicoles qui représentent la France, qui sont sur le continent, qui sont sur le sol camerounais, sont des préfabriqués. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si un bon matin, le peuple camerounais demande à la France de partir, ils n'auront qu'à démonter ces partis. On l'a vu même avec Bolloré. Lorsque celui-ci a perdu son contrat avec le port autonome de Douala, il a simplement démonté tout ce qu'il avait monté, il est rentré avec. Donc, c'est pour dire que c'est un pays qui véritablement n'aide pas les États africains, mais qui se plaît parfois à nous donner des leçons de droits de l'homme, à nous donner des leçons de valeurs morales, mais dans le fond, qui se plaisent à nous, non seulement nous piller, mais à vouloir véritablement nous infantiliser, nous traiter comme des sous-hommes. Et ça, moi je dis encore, et ça c'est passé, parce que si par le passé, nos grands-parents et parents ont accepté ça, la nouvelle génération n'entend pas justement lâcher du lest. On a vite compris, on a très bien fait de vite comprendre que c'est un pays sur lequel, dans notre marche vers le développement, on ne devra pas compter sur eux. On se rappelle également, Charlie Kenny, de ce que pendant les années avant les indépendances, il y a quand même eu une très grande lutte des peuples africains pour acquérir justement l'indépendance. On sait également ce qui s'est passé. On a donné l'indépendance à ceux qui en avaient le moins besoin et on l'a refusé à ceux qui en avaient le plus besoin. D'ailleurs, on les a tous assassinés. Le peuple également était derrière ces personnes-là. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Mais on a l'impression aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le leitmotiv de tous les Africains, c'est que les peuples aujourd'hui réussissent à garder leur évolution et à mettre sur pied des constitutions qui, on va le dire comme ça, est comme leur miroir. Bien sûr. C'est important de le dire parce que si je prends ma propre personne, je suis fils et petit-fils de combattants UPCistes, ceux qu'on a traités par le passé de maquisards. Et la petite histoire que j'ai eu le privilège de vivre par les histoires que me racontait mon arrière-grand-père démontre à ce fait que l'une des choses dont nos combattants nationalistes ont apporté aux peuples africains qui se voient aujourd'hui à travers les révolutions qui sont portées par les militaires avec l'assentiment des peuples, c'est qu'ils avaient su créer un idéal camerounais, un idéal africain. Vous verrez que ce soit Thomas Isidore Sankara, que ce soit Patrice Emery Lumumba, que ce soit Ruben Oumniobé, les Osenda Afanda, les autres, comme vous le dites si bien, c'est des gens qui étaient détestés, combattus par le colon, mais qui bénéficiaient de la sécurité, de la protection des peuples partout où ils allaient. Or, vous verrez que les discours même aujourd'hui dont certains hommes politiques veulent amener les peuples africains, principalement les peuples camerounais, dans les choses de repli identitaire, de tribalisme et bien d'autres choses, simplement parce qu'ils ont échoué là où ces nationalistes ont réussi. Les nationalistes avaient réussi à créer un idéal camerounais. Voilà pourquoi chaque Camerounais se ressentait et se reconnaissait dans le combat que ceux-ci menaient. Vous verrez que les jeunes militaires aujourd'hui, patriotes qui prennent le pouvoir, sont en train de créer cet idéal dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même cet idéal panafricain qui est en train de naître. On voit le projet de fédération entre le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et peut-être demain le Niger. C'est donc ça le problème. Le problème, c'est que ceux-ci arrivent à naître en nous un sentiment, un idéal dont nous avions perdu. Qu'on embrasse. Exactement. Là où il y a la vérité. On se reconnaît là-dedans. Exactement. Là où il y a la vérité, on n'a pas besoin de faire d'efforts. On sait très bien que voilà la vérité, voilà le véritable défi qui nous engage demain et sans même communiquer dessus, chaque peuple se reconnaît dans ces combats-là et l'embrasse avec force. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça le jeu, c'est-à-dire que ces nouveaux nationalistes que nous observons dans nos États-là ont su récupérer le combat de nos pères fondateurs et l'ont brandi aux yeux du monde. Et pour cela, la plupart des peuples africains sentant véritablement la donne en train de changer avec les bouleversements géopolitiques. Parce qu'il faut le dire également, la donne géopolitique avec la situation en Ukraine, la situation en Syrie et même l'assassinat de Muammar Kadhafi, les peuples ont vite compris que si nous ne faisons pas ensemble, si nous ne sommes pas ensemble, eh bien nous courons à notre perte, nous courons à notre disparition. Donc, ça fait en sorte que tous ces éléments mis ensemble ont amené les peuples à véritablement comprendre que loin des révolutions, c'est un idéal africain, c'est un idéal commun pour lequel nous devons tous nous battre afin de s'en sortir. Sinon, nous sommes appelés à disparaître. Pendant ce temps, il y a quand même quelque chose qui se fait, toujours comme dans les années, pendant les mouvements de libération, on va le dire comme ça, pour acquérir l'indépendance. Aujourd'hui, on voit par exemple le Mali, le Burkina Faso prêter main forte au Niger, déclarant d'ailleurs haut et fort que toute attaque du Niger serait une déclaration de guerre envers le Burkina Faso et le Mali. Est-ce à dire aujourd'hui que tous les peuples d'Afrique doivent justement soutenir
un pays qui est dans sa révolution. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est même c'est une réalité africaine. C'est-à-dire que ce que les peuples africains ont en partage, c'est la solidarité. C'est-à-dire que c'est une valeur africaine. Aujourd'hui, ce sont ces valeurs-là qui sont en train de renaître. Pourtant, ce sont des valeurs qui avaient été perdues simplement parce que des gens ont vite fait d'élire occidentalement des personnes dans nos États sous le prisme qui sont arrivés au pouvoir démocratiquement. Et cela a permis à ce que une idéologie qui n'a rien à voir avec les valeurs africaines puisse se retrouver au sein de notre continent. Vous avez des personnes qui se plaisaient à mettre des costumes cravates à partir du moment où il était reconnu, où il avait une certaine crédibilité internationale. Pour lui, il n'avait rien à foutre avec la légitimité populaire. Crédibilité internationale. Bon, quand je parle de crédibilité internationale, je sais bien, je parle de cette communauté internationale autoproclamée. Donc, c'est-à-dire que les gens avaient placé justement leur pouvoir sur cette reconnaissance d'un bloc, à savoir le bloc occidental, plutôt que sur la légitimité de leur peuple. Or, on voit très bien aujourd'hui que la plupart des peuples conscients des enjeux aujourd'hui sont en train de réclamer cette souveraineté-là. Et il faut être clair dessus. Seul le peuple est souverain. C'est l'une des raisons aujourd'hui qui permet à ces révolutions en Afrique de l'Ouest de véritablement s'en sortir. Pourquoi? Parce que ceux-ci ont adossé le pouvoir ou alors la légitimité de leur pouvoir sur le peuple. Et j'insiste encore, un peuple éclairé n'a pas besoin de guide éclairé pour le conduire. À partir du moment où le peuple se ressent dans le combat que vous menez, eh bien, ce peuple-là devient votre armée. Vous n'avez plus besoin d'armée, contrairement à ces sous-préfets, si vous me permettez le terme, qui, installés à la tête de nos États, se plaisaient justement à faire de nos pays des bases arrières des forces armées étrangères, se plaisaient justement à permettre qu'un certain nombre de multinationales étrangères arrivent en Afrique et font de l'Afrique, je ne vais pas dire le chasse gardée, mais le territoire de chasse où non seulement ils venaient avec des maladies, on sait très bien comment vous avez des entreprises ou des grands groupes de laboratoires américains comme Pfizer qui partaient faire des tests de vaccins au Nigeria sans même que l'État fédéral ne soit au courant. Et vous voyez de telles facilités, mais aujourd'hui même ils ne sont pas inquiétés. Vous verrez que même dans le cas du Cameroun, il vous souvient, je prends encore le cas même de la RDC, vous avez des entreprises françaises qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les tests de vaccins biologiques qui étaient montés, qui étaient en préparation dans ces laboratoires-là, sont venus pour être enterrés sur le sol africain. Mais est-ce que nos gouvernants véritablement ont pris la teneur ou la mesure de cette histoire? Non. Donc, en réalité, c'était des personnes qui ne travaillaient pas dans l'intérêt de leur peuple et qui ont amené à ce que cette situation catastrophique, que ce soit sur le plan sécurité, même sur le plan économique que nous observons aujourd'hui, puisse perdurer. Et donc, à travers cela, les peuples africains voient dans de très bon œil ces jeunes personnes qui ont non seulement le courage, mais qui ont l'inspiration de nos pères fondateurs, véritablement prendre le flambeau pour amener les peuples africains à cette souveraineté, à cette libération, sans laquelle, véritablement, aucun développement n'est possible sur le continent. Peut-on dire aujourd'hui, après, on le dit comme ça, plusieurs années de conscientisation, d'éveil de conscience, que ça commence à marcher sur le continent? Non, je pense très humblement que ça commence à marcher. Ça commence à marcher avec l'actualité que nous vivons en ce moment. Il faut dire que on a vu la CEDEAO outrepasser ses missions, outrepasser son statut, se plaire à convoquer les chefs d'état-major de sa sous-région pour aller bombarder un pays qui n'a rien à voir avec la CEDEAO, qui n'a aucun problème avec la CEDEAO. C'est-à-dire que voilà une organisation qui a pour principe l'union, la fraternité, l'unicité entre les peuples, se plaît à réunir les fils et les filles d'une même nation pour aller bombarder un frère. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que c'est tellement terrible et même sadique qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter pareille organisation? Mais Dieu merci, vous verrez qu'immédiatement sur le sol africain, vous avez des fils et des filles de ce continent qui ont dit ne pas se reconnaître dans une pareille organisation. On a vu un certain nombre d'États membres même de cette sous-région dire très clairement qu'ils se désolidarisaient de cette décision qui avait été prise par la CEDEAO, qui pour eux était inhumaine, était... je veux dire quoi, était inexplicable, ne cadrait même pas avec les missions de cette organisation-là. Donc, ça démontre à suffire l'éveil et la prise de conscience, non seulement des peuples, mais également des autorités et des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région, mais bien plus encore des pays même, il faut le dire ainsi comme ça, des pays même du Maghreb, parce que jusqu'à date aujourd'hui, on avait comme l'impression que certains États du Maghreb ne se sentaient pas concernés par les affaires africaines, mais depuis un certain nombre d'années, on voit très bien comment vous avez des États comme l'Algérie, peut-être même comme la Libye, qui se prononcent très clairement sur certains nombres de choses qui se passent en Afrique subsaharienne, parce qu'ils ont compris. L'histoire nous a rappelé que l'intervention en Libye n'a
fait qu'augmenter la situation d'insécurité que nous observons aujourd'hui du côté du Sahel. Qu'est-ce qui nous garantit qu'en bombardant le Niger, on ne va pas créer une autre forme d'État islamique et autres dans cette partie du continent, et immédiatement tous les États voisins vont être menacés. Donc ça fait en sorte que l'histoire retient que de pareilles situations, alors de pareilles prises de décision n'ont jamais véritablement résolu le problème, et donc on observe une forme d'éveil de conscience, on observe une forme de solidarité qui véritablement nous rassure dans des lendemains meilleurs, mais également qui, il faut le dire, peut-être comme ça signe le glas de l'impérialisme occidental à travers un certain nombre de ses démembrements tels que l'Union africaine, la CEDEAO sur le continent africain. Merci à vous, Charlie Kéké. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.